S'il y a bien un truc qui peut s'avérer vachement utile quand on fait de la bagarre avec des épées, des lances ou des haches, c'est un bouclier. Ouais, ce genre d'intro avec des phrases qui prend des risques, vous vous y attendiez pas, hein. Depuis que l'être humain a compris comment fabriquer des objets pour buter les autres, il y a toujours un autre humain, un peu plus malin et qui devait certainement en avoir marre de voir ses potes crever, pour fabriquer un truc fait exprès pour pas se faire buter. Et c'est vraiment ça l'évolution de la guerre. Il y a un gars qui trouve un truc novateur pour faire du mal, il y en a un autre qui trouve un truc novateur pour s'en protéger, et du coup en réponse, il y a un gars qui trouve un truc novateur pour faire du mal, bref, vous avez l'idée. Donc si dans les premiers épisodes on a comparé des sabres et des épées, aujourd'hui on va s'attarder sur un autre type d'arme ultra important, le bouclier. Oui, parce que figurez-vous que le bouclier, c'est une arme. Et ça fait parfois bien plus mal qu'une épée. Mais on va pas s'attarder sur n'importe quel type de bouclier. Aujourd'hui, on va comparer le bouclier viking avec l'écu de chevalier. Et je parle bien du bouclier, hein. Deux objets mythiques, deux silhouettes qu'on reconnaît instantanément, et surtout, deux manières totalement opposées de survivre à une bonne journée de baston. En gros, cette vidéo, c'est un peu un comparatif. Qu'est-ce qui est le mieux entre un bouclier à manipule et un bouclier à une arme? Et si aujourd'hui j'hésite dans mon choix de bouclier, il y a bien un truc sur lequel je n'hésite jamais, c'est où est-ce que j'achète mes bijoux. Et chez Holzkern évidemment, un partenaire régulier de la chaîne YouTube. Holzkern, c'est une marque qui fabrique des bijoux et des montres dans un style unique. Parce qu'ils utilisent des matériaux naturels, comme du bois ou de la pierre. Et très honnêtement, j'adore leurs produits. Moi, j'aime bien les bijoux, et j'en ai quasiment que chez Holzkern. Par exemple, cette bague, on dirait presque un artefact sorti tout droit d'une forteresse naine, sauf que t'as pas besoin de buter un dragon pour l'avoir, et ça c'est appréciable. Et chaque pièce Holzkern est pensée pour être unique, grâce justement aux veines de bois et aux textures de la pierre qui sont uniques d'une pierre ou d'un arbre à l'autre. Donc tu peux croiser quelqu'un d'autre qui a ce modèle de montre, et elle sera pas tout à fait pareille, donc tu as vraiment un produit unique sur toi. C'est un peu l'équivalent en bijouterie de l'épée faite sur mesure. Puis bon, honnêtement, que vous soyez plutôt bouclier viking ou écu de chevalier, au moment où vous lèverez le poing pour dire « Je me battrai jusqu'au bout », autant avoir un accessoire stylé pour accompagner le geste. Holzkern propose un choix énorme. Montres, bagues, bracelets, colliers et même des lunettes de soleil. Et tout ça avec un design élégant, naturel et super qualitatif. Les produits sont garantis 2 ans et sont fabriqués en petite quantité afin de garantir une production responsable et éthique. La livraison est gratuite dans le monde entier depuis Vienne et vous trouverez aussi bien des bijoux pour les hommes que pour les femmes. Et c'est pile le bon moment d'en profiter parce que Holzkern lance sa plus grosse promo de l'année, les Black Week. Pour une durée très limitée jusqu'au 1er décembre, il reste pas beaucoup de temps, tu peux profiter d'une réduction exclusive de moins 30% sur la boutique en passant par mon lien dans la description. Et étant donné qu'il y a Noël qui approche dans un mois, c'est plutôt pratique, et même pour moi. Et ça aura quand même 10 fois plus de classe sous le sapin qu'une boîte de chocolat. Et comme je vous l'ai dit, vous n'avez que quelques jours pour en profiter le 1er décembre, donc foncez. Cliquez sur mon lien dans la description ou le commentaire épinglé pour profiter des moins 30% d'ici le 1er décembre. Allez, maintenant qu'on a assuré notre équipement civilisé, retournons à nos boucliers. Alors on est d'accord, hein, chaque bouclier a sa forme et son utilisation parce qu'ils répondent à un contexte précis, d'autant que les deux boucliers, ils ont plusieurs siècles qui les séparent. Mais ici, comme à chaque vidéo, le but est de réfléchir à quel serait le meilleur à choisir dans une seule et même situation, c'est-à-dire un duel, tout simplement. On va mettre de côté le combat en formation, ça peut faire l'objet de futurs projets le jour où j'aurai 1 million d'abonnés et des milliers d'euros de budget. C'est beau de rêver, mais bon, abonnez-vous quand même, on ne sait jamais. Dans un premier temps, comme d'habitude, on va présenter comment historiquement ces boucliers étaient a priori conçus, tout du moins d'après les dernières expérimentations. Ensuite, on fera quelques réflexions techniques face à Bob America, et puis à la fin, évidemment, la bagarre. Là, l'idée, c'est que je prendrai les boucliers à tour de rôle contre le même type d'adversaire et on verra ce qui me paraît le mieux. Petite phase contexte? Allez, petite phase contexte. Alors, comment que c'est foutu un bouclier viking? Bon déjà, c'est un bouclier en bois qui est de forme circulaire, avec une partie en métal qui s'appelle le umbo, qui existe déjà depuis pas mal de siècles, parce qu'on en voit déjà sur les boucliers romains et les boucliers gaulois, et qui se manipule avec une manipule. Oui, ils se sont pas fait chier sur le nom. On a toujours imaginé les vikings comme des costauds hirsutes hurlant à moitié nus dans la neige, frappant de toute leur force dans des boucliers ronds, en bois lourd comme des armoires, avant d'aller se faire un sauna après un bon pillage à la bonne franquette. Bon, vous doutez bien que c'est pas tout à fait ça, hein, pour la plupart des choses que j'ai dit. J'ai déjà fait pas mal de vidéos sur ce sujet, mais là on va se concentrer sur le bouclier. Parce que le bouclier viking, c'est pas juste une planche circulaire vaguement cloutée au hasard et qui pèse 3,5 tonnes. Et en fait, on a même une idée plutôt précise de comment c'était foutu grâce à des chercheurs danois, menés par un archéologue un petit peu kamikaze nommé Rolf Fabricius Warming. Et quand je dis kamikaze, vous allez vite comprendre. En étudiant les vestiges retrouvés en Suède, au Danemark et en Norvège, ils ont découvert que ces boucliers étaient bien plus sophistiqués qu'on ne le pensait. Et en fait, il s'avère que les boucliers vikings ne ressemblaient pas du tout aux miens. Parce que bon, le mien c'est juste une planche de bois avec du lin dessus et un cerclage en cuir, mais a priori c'était pas tout à fait ça.
En fait, les boucliers vikings qu'ils ont étudiés, ils étaient entièrement recouverts de cuir sur les deux faces, un petit peu en mode sandwich, et pas avec n'importe quel cuir, avec de la peau de veau, d'agneau, voire de cerf, tanné avec soin. Et oui, les vikings faisaient du travail de maroquinerie bien avant Louis Vuitton. Ce cuir, il était tendu et collé sur une planche de bois très fine, parce qu'en fait, les boucliers faisaient un petit peu moins d'1 centimètre. Et ils étaient même parfois encore plus minces sur les bords. Et ce qui est intéressant avec cette conception, c'est que ça rendait le bouclier léger, souple et quand même pas mal résistant. Parce que oui, sans ce recouvrement en cuir, il aurait pété au premier coup de hache. Parce que bon, le problème de faire un bouclier épais et solide, c'est lourd sa mère en fait. Rien que mon modèle, en fait, si on compare au modèle historique, il est déjà beaucoup trop lourd. Mais bon, la science ne s'en est pas arrêtée à savoir comment ils étaient foutus. Ils sont allés un petit peu plus loin et ont regardé comment que ça s'utilisait. Et du coup, ce fameux Warming, n'écoutant que son courage et visiblement pas son instinct de survie, eh bien, il a voulu tester tout ça. Il a enfilé une petite cotte de maille de 12 kg, un casque, il a pris un bouclier viking fraîchement reconstitué en pin, recouvert de cuir de porc et de peau de bœuf brute, et il s'est fait joyeusement mettre sur la gueule par un instructeur d'arts martiaux armé d'une épée affûtée. Résultat, il a pris quelques bleus, un coup sur le casque, et surtout, une grande révélation, si tu utilises ton bouclier viking de manière passive, il se fait ruiner la gueule. En fait, il a découvert un truc qui est en fait assez logique, mais là, ça se fait dans un contexte plus scientifique, donc du coup, c'est pour ça que c'est intéressant. C'est qu'il a découvert que le bouclier, en fait, il fallait s'en servir de manière active. Et il a testé tout ça avec 7 scénarios différents. Inclinaison, posture, angle de parade, il a testé pas mal de choses. Et à chaque fois, plus il utilisait le bouclier de manière active, mieux il fonctionnait et surtout mieux il résistait au coup. Alors que de manière passive, le bouclier se faisait défoncer, donc le cuir ça ne suffisait pas. Et cette utilisation offensive, en fait, elle explique des mystérieuses entailles qu'on avait retrouvées sur certains modèles dans des tombes et que les chercheurs n'arrivaient pas trop à comprendre comment c'était possible, justement en utilisant juste son bouclier comme ça pour se protéger. Et en fait, le fait de l'utiliser de manière active et de le manipuler pour parer les coups, ça explique les entailles un peu bizarres. Tout ça pour dire que d'après la science et d'après mes propres expérimentations personnelles, un bouclier viking, ça s'utilise de manière active. Et c'est ça qui va être super intéressant dans la comparaison avec les autres boucliers. Mais bref, on verra le détail après. Allez, l'écu maintenant. C'est bizarre dit comme ça. Alors attention, je rends à César ce qui est à César, mais la partie contexte sur l'écu, je m'y ferai pas. C'est via un superbe article du copain de la chaîne Nat Explorateur de l'Histoire, qui a fait un travail colossal avec son assaut de gueule et d'argent. Je vous mets l'article en description si vous voulez vraiment plus de détails sur le sujet que je vais aborder. C'est un maxi pavé, ils ont vraiment fait un travail de ouf. Moi, vraiment, j'ai pris que quelques parties pour pouvoir écrire mon script. Bref, pendant longtemps, et c'est encore le cas dans les films et les jeux vidéo, on a cru que les chevaliers portaient tous leur bouclier de la même façon, la main coincée dans des sangles à l'avant-bras et à la main, un petit peu comme un filet mignon. Mais en réalité, la plupart des représentations médiévales racontent une toute autre histoire. Quand on regarde de près les enluminures, vitraux et sculptures entre le XIIe et le XIIIe siècle, période où ce bouclier a été pas mal utilisé, et période aussi où les moines passaient plus de temps à dessiner des gens qui se foutaient sur la gueule que des saints qui prient, on découvre un détail fascinant. Le système guiche plus poignet. Et ce dur improbable, c'est un petit peu la ceinture de sécurité du Moyen-Âge. Alors j'en ai fabriqué une grossièrement avec un bouclier que j'avais, mais une guiche, c'est tout simplement une sangle qui se met par-dessus l'épaule et le cou comme ça. Et du coup, qui soutient tout le poids de l'écu. Je fasse gaffe à mon micro. Et en fait, la poignée, elle sert juste à orienter l'ensemble. En clair, contrairement à un écu avec 2 énarmes, là, le bras du chevalier, il ne tient pas le bouclier. C'est l'épaule et le dos qui bossent. Et en fait, ça, c'est super pratique par rapport à tout ce qui est fatigue. Et en fait, ils ont remarqué que la guiche, elle était représentée quasiment partout, aussi bien chez les piétons que chez les cavaliers. Donc non, cette sangle ne servait pas par exemple juste à transporter le bouclier quand t'étais en campagne. Elle était bel et bien utilisée en plein combat. Le bouclier typique de cette époque avait donc 2 points de fixation pour la guiche, souvent en diagonale, un vers le haut, à droite, juste à côté de la poignée, et un autre plutôt sur la partie gauche. Résultat, le bouclier il pend naturellement devant le corps, il est bien équilibré, et la tranche supérieure elle est à hauteur d'épaule. Et vu que t'as un casque, du coup c'est pratique. Et sans un énarme à l'avant-bras pour le coincer, le chevalier il pouvait bouger plus librement. Et ce système, du coup, contrairement au bouclier viking, il donne une garde assez compacte, avec le bras replié en angle droit, et en fait au final, on a un petit peu une attitude de boxeur. Et là où ça devient très intéressant, c'est que cette sangle, elle permet aussi de libérer sa main instantanément. Typiquement, j'aurais besoin de ma deuxième main pour X ou Y raison, et je lâche mon bouclier, j'ouvre la main, et le bouclier vient naturellement derrière, et moi après, je peux évoluer.
Bon là ça me gêne un petit peu parce que ma guiche est pas du tout assez longue et que surtout en fait j'ai pas la côte de maille et tout le tralala qui m'empêcherait sûrement de me faire un petit peu étrangler. Donc voilà, vous avez l'idée. Et il y a certains manuscrits qui montrent d'ailleurs des combattants qui frappent à deux mains pendant que leur bouclier repose tranquillement derrière eux. Et là ce n'est pas une proto-escrime d'épée longue, hein, parce que ça n'existait pas à l'époque, c'est juste que bah ils pouvaient passer du mode défense au mode bourrin, j'imagine. Et le truc qui est bien, c'est que pour en venir en garde, il suffit d'un coup d'épaule pour faire revenir l'écu devant soi. On voit même sur certaines images des soldats fuir avec le bouclier dans le dos, ce qui leur offrait une protection contre les flèches ou les coups portés dans le dos, voilà, une sorte de tortue ninja, mais pour les lâches. Et ce système, il offre aussi un gros avantage en cas de lutte, parce que le problème d'un bouclier avec deux énarmes, c'est que si votre adversaire l'attrape, en fait, il vous casse le bras, hein. C'est vraiment direct, pour l'avoir un peu expérimenté, ça fait vraiment très très mal. Alors que là, si on saisit votre bouclier, déjà vous allez pouvoir libérer votre main, ce qui vous évite de vous faire péter le bras, mais surtout, ça vous permet de rentrer en lutte et pouvoir vous défendre. Donc en réalité, même si je parais tout engoncé et tout bloqué à cause de la guiche, encore une fois, moi je pense qu'elle est trop serrée, et ben en fait, c'est la clé d'un style de combat beaucoup plus fluide qu'on ne le pense. Alors après, bien sûr, tout le monde n'avait pas exactement le même montage, et ce que je vous présente, ce n'est pas une généralité, c'est juste une tendance qu'on voit sur les enluminures. Parce que certains boucliers avaient effectivement un énorme d'avant-bras sans guiche, et d'autres des poignées plus basses, plus centrées, ça dépendait. Bref, un joyeux bazar médiéval où tout le monde faisait un petit peu à sa sauce. C'est un peu comme les bagnoles, tout le monde fait pas la même. Mais a priori, dans la majorité des cas, au XIIe et XIIIe siècle, le duo guiche plus poignée, ça domine. C'est un système très simple, efficace et diablement pratique pour un combattant qui veut alterner entre des combats à pied et à cheval. Et éventuellement fuir en courant du coup. Mais bon, vu qu'il y a des modèles avec deux énarmes qui ont existé et des modèles avec des guiches, eh ben on va rajouter un nouveau challenger à cette vidéo. La vidéo devient donc bouclier viking versus écu guiche poignet versus écu double énarme. Bon, maintenant on va tester un petit peu les sensations que j'ai avec chaque arme défensive face au mannequin, puis après on partira sur de la bonne vieille grosse bagarre. Donc là maintenant le but c'est de réfléchir un petit peu à ce qu'on peut faire avec les boucliers face à un adversaire immobile et docile comme ce cher Bob America. Et on va commencer par le bouclier viking. Donc comme on l'a vu, c'est un bouclier qui va s'utiliser de manière dynamique. Donc l'idée c'est d'avoir toujours la main un petit peu tendue et surtout le bouclier qui couvre la main armée, hein, pas se retrouver comme ceci pour pas se faire toucher sa propre main par l'adversaire. Et du coup, les gestes vont être comme ceci. Donc en fait finalement c'est quelque chose d'assez simple. Donc voilà, pour garder le bouclier toujours dynamique, on fait ce qu'on appelle des inversions, c'est-à-dire que par exemple, je peux frapper de ce côté et après je tourne mon bouclier pour aller frapper de l'autre côté. Si je le fais dans l'autre sens, ça donne un truc comme ça, voilà. Aussi, ce qui est assez important avec le bouclier, toujours dans cette logique de dynamique, c'est de ne pas le porter droit comme ça, tout simplement parce que si votre adversaire frappe sur la partie plate, ben en fait vous allez vous faire frapper par votre bouclier et surtout, vous allez vous retrouver coincé avec le bouclier collé contre le corps. Donc toujours tenir son bouclier viking de biais, déjà pour éviter justement que l'adversaire vous bloque le bouclier. Ça permet de le rendre plus dynamique, de le manipuler dans tous les sens de manière bien plus simple. Ça répartit un petit peu le poids aussi, parce que si vous l'avez comme ça, vous avez tout le poids dans le poignet et genre c'est juste infernal. Alors que là, en tenant comme ça, et sur des phases où vous êtes un peu plus loin de votre adversaire, vous pouvez un petit peu le reposer sur le genou ou alors le monter au niveau de l'épaule, voilà, pour reposer un peu le bras et puis après repartir en combat de manière dynamique. Et surtout, le fait de le tenir de biais, ça va vous donner un avantage énorme pour frapper avec. Parce que oui, ce qui est bien avec un bouclier, c'est qu'on peut frapper avec. Et alors là, avec les boucliers à manipule, c'est tout cuit. Ce genre de coup, quand on est en sparring, on le fait pas en vrai, parce que même avec nos protections, masques et tout, ça fait beaucoup trop mal. Donc dites-vous que contre un adversaire, je vais certainement être bien plus efficace et faire un coup bien plus violent en faisant ça, par exemple en pleine tête, plutôt qu'en mettant un coup d'épée. Bon, évidemment c'est relatif en fonction de là où je touche, mais c'est pour vous donner l'idée. Si mon bouclier est saisi, vu que c'est un bouclier à manipule, je peux le lâcher facilement pour reculer ou frapper, parce que ça peut arriver que mon adversaire saisisse mon bouclier. Donc voilà un petit peu dans l'idée. Je dirais que les avantages du bouclier viking, c'est que vu que c'est un bouclier à manipule, on peut quand même aisément s'en servir dans tous les sens, voilà, protéger un petit peu toutes les parties très facilement. Le désavantage, c'est que ça consomme énormément de stamina, parce que faut rester actif, parce que sinon votre bouclier ne sert à rien. Alors là, j'ai rajusté ma guiche par rapport au face cam, donc ça devrait être pas mal. J'ai dû déplacer un petit peu mon micro, j'espère que ça sera satisfaisant. Alors le bouclier avec la guiche, bon déjà un des points c'est qu'on est beaucoup moins mobile parce que du coup la guiche empêche vraiment d'éloigner le bouclier de soi. Je peux pas aller frapper mon adversaire, à la limite
je peux faire ça, mais bon, c'est quand même pas très malin parce que ça me découvre tout le bas. Quand même très tanké, je trouve, où voilà, on va pas avoir beaucoup d'opportunités, mais ça peut être pas mal. Donc faut imaginer quand même que vous êtes protégé, vous avez une côte de maille, vous avez un casque, ce genre de choses. Donc vous exposez peut-être votre bras, mais il reste protégé. Mais il faut quand même faire attention quand vous mettez des coups. Donc voilà, sur une escrime où on envoie des strikings, un peu comme à la boxe justement. Et voilà, donc on peut frapper par-dessus le bouclier. Et si jamais il y a besoin, on peut passer le bouclier derrière et frapper. Voilà, donc là je suis en vrai, je suis quand même assez à l'aise, même si j'ai le bouclier qui s'est mis sur le côté et pas tout à fait derrière. Bah je reste à l'aise pour pouvoir combattre, pour pouvoir bouger. Je suis relativement à l'aise. Comme il dit dans les descriptions, les mecs qui se mettent à frapper à deux mains. Avec une épée comme ça me paraît étrange, mais enfin bref. Et je peux le récupérer quand même assez vite pour le relever et du coup recombattre de nouveau avec. Donc au final, l'avantage avec ce genre de bouclier, c'est que c'est pas du tout fatigant, parce qu'en fait vous portez le bouclier avec tout votre corps, et ça c'est un gros avantage sur un combat qui va durer, ou si vous êtes à cheval, mais là on compare plutôt sur du duel à pied. Le désavantage, c'est que vous avez quand même beaucoup moins de possibilités de frappe et beaucoup moins de mobilité. Donc encore une fois, ça va vraiment dépendre de votre style. Donc voilà, c'est pas un bouclier avec lequel je suis ultra familiarisé, surtout avec une guiche. Donc voilà, je vous donne un petit peu à l'instinct mon ressenti, mais on verra un petit peu plus concrètement pendant le sparring. Ensuite, on passe à l'écu avec deux énarmes. Alors là, pour le coup, c'est un bouclier qui est quand même beaucoup plus reposant à utiliser parce qu'on le garde quand même assez près du corps, mais rien n'empêche de pouvoir tendre le bras justement quand on donne un coup, voilà, pour quand même couvrir un petit peu cette main au cas où que l'adversaire frappe en même temps, on sait jamais. Mais après voilà, vu que c'est un bouclier avec deux énarmes et pas à manipule, et on est un petit peu gêné par exemple pour le passer de l'autre côté. C'est un petit peu plus dur, je peux pas forcément faire d'inversion. L'utilisation va être complètement différente, elle va être beaucoup plus tankée, ça n'empêche pas de pouvoir venir mettre des coups, mais voilà, on est vraiment sur une escrime où on va pouvoir frapper que à peu près du même endroit. Alors bien sûr, on peut fourber en faisant par exemple des techniques par-dessus le bouclier comme ça pour frapper de l'autre côté, mais malheureusement on va devoir beaucoup plus frapper par la droite que par la gauche. Voilà, par la gauche c'est plus compliqué, j'ai un petit peu moins de possibilités, même si certaines fourberies sont possibles comme celle-ci. Ce qui est bien avec un bouclier avec deux énarmes, c'est qu'on peut faire tous les coups de la boxe anglaise et ça marche. Par exemple le direct, le crochet et l'uppercut. Voilà, c'est plutôt pas mal. Après, ça reste quand même un bouclier très dynamique si on s'en sert bien. On peut vraiment brouiller l'adversaire pour frapper, on peut fourber, utiliser le bouclier comme appui pour faire des estocs. Et donc en fait, le bouclier avec deux énarmes, il est un petit peu entre les deux autres, dans le sens qu'il est un peu plus mobile que le bouclier avec une guiche, mais moins mobile qu'un bouclier à manipule. Et il fatigue plus que le bouclier avec une guiche, mais un peu moins que le bouclier viking. Donc du coup, c'est le bouclier de tous les compromis en fait. Donc encore une fois, ça dépend un petit peu de ce que vous aimez comme style de combat.
Alors, que peut-on dire de tout ça? Déjà, il faut savoir que je ne pouvais pas être agressif autant que je le voudrais avec le bouclier viking, tout simplement pour préserver l'intégrité physique de mon sparring partenaire, qui se prête gentiment au jeu, et bon, j'avais pas spécialement envie qu'il finisse avec une dent pétée pour une vidéo. Je suis donc moins agressif et actif que je devrais l'être avec mon bouclier. Mais toujours est-il que j'étais quand même assez à l'aise en attaque, avec pas mal de possibilités pour attaquer en manipulant bien mon bouclier, pouvoir mettre des coups avec l'épée autant que le bouclier, mais ça reste une escrime assez épuisante, et j'ai eu l'impression de me faire toucher quand même pas mal de fois par rapport aux autres boucliers. Donc en termes de possibilités d'attaque, on est au top, par contre, on s'expose un petit peu quand même. Pour le bouclier normand avec la guiche, le résultat est sans appel. Je suis clairement une tour. Le bouclier et la guiche me permettent de me protéger avec un minimum d'effort. Mon adversaire a vraiment beaucoup galéré pour réussir à me toucher une première fois. C'est un style totalement différent du bouclier viking, mais qui est beaucoup plus safe. J'avais par contre évidemment moins de possibilités d'attaque, mais ça ne m'a pas empêché de toucher quand même pas mal de fois. Bon par contre, dès qu'on rentre un peu en contact, c'était compliqué. Au final, c'est pas si facile que ça de lâcher le bouclier et de le faire glisser sur le côté pour faire de la lutte. Et par contre, en termes d'économie d'énergie, le bouclier est parfait. La guiche répartissant son poids sur les épaules, le combat pouvait durer très longtemps. Bref, défense et stamina impeccable, mais en attaque, on est un petit peu plus limité. Et pour ce qui est de l'écu avec les énarmes, et bien sans surprise, c'est l'excellent compromis entre les deux, et je pense que vous n'avez pas besoin de ma vidéo pour le savoir. Le poids du bouclier est réparti sur tout le bras, ce qui fait qu'il n'est pas fatigant à utiliser. Avec peu de mouvements, on peut se protéger de la plupart des coups et attaquer assez facilement. Le style boxe anglaise permet d'être dans une escrime plutôt safe et efficace, et le bouclier est vraiment utilisable comme un outil d'attaque. Donc en termes de rapport défense-attaque, c'est clairement le meilleur des trois. Donc ma conclusion dans cette vidéo, c'est que l'écu avec les énarmes est vraiment le meilleur des trois. Encore une fois, dans un contexte de duel en 1 contre 1, sans grosses armures. Évidemment que chaque bouclier, chaque outil de guerre a été conçu dans un contexte très précis et efficace dans son contexte. Là encore une fois, c'est plus une vidéo dans un but de divertissement que de vraie recherche historique. N'hésitez pas en tout cas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord avec moi, ou pas du tout, je suis très curieux d'avoir vos avis. J'espère en tout cas que ce nouvel épisode de Quelle est la meilleure arme vous aura plu. Si c'est le cas comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les différents réseaux sociaux, ça fait toujours plaisir. Je remercie évidemment le partenaire de cette vidéo qui n'est autre que Allscairn, un partenaire régulier, une boutique que j'apprécie énormément. Cliquez sur mon lien dans la description ou commentaire épinglé pour profiter des moins 30% d'ici le 1er décembre. Et en attendant la prochaine vidéo qui arrivera comme d'habitude un mardi à 18 h, gardez l'esprit affûté.